Salut l'équipe, le Game 1 des finales NBA vient donc de donner son verdict et énorme surprise, énorme fin de match. Les Celtics mènent 1-0 dans la série face aux Warriors. On va prendre le temps de discuter de tout ça, nous sommes en direct sur Twitch. Si tu nous regardes sur YouTube, c'est que tu es en replay. Sache que pour tous les matchs des finales NBA, nous sommes en direct juste après le buzzer final. Donc là, il est approximativement 5h30 et Erwan est chaud patate. Très chaud patate et j'ai envie de raconter plein de choses parce qu'au-delà la victoire des Celtics, c'est la manière qui va nous intéresser. Scénario assez rocambolesque. Absolument, il s'est passé beaucoup de choses. Si tu nous regardes maintenant, c'est que tu as regardé le match en entier. On va essayer de dérouler et de décrypter tout le match. On va revenir sur ce quatrième quart-temps historique, puisque perdre 40-16, ça n'est jamais arrivé dans un quart-temps dans l'histoire des finales NBA. Il n'y a jamais eu 24 points d'écart dans un quart-temps de finale NBA. Donc on va essayer de prendre le temps de discuter de tout ça. Alors Ford vient de passer en interview d'après-match, grand sourire. Les Celtics ont fait le gros coup de ce début de finale NBA, en fait. Voilà tout pour résumer tout ça. On comparait souvent l'expérience des deux équipes notamment, mais c'est normal, hein. On a vu passer pendant les finales à l'époque, en 91, les Lakers de Magic face aux Bulls de Jordan. On se souvient aussi des Bulls de Jordan face aux Jazz d'Utah. Oui, l'expérience peut énormément compter dans ce genre de rencontre. L'envie, la dalle, à un moment donné, l'implication, l'attitude, c'est aussi quelque chose d'important et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui surtout. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. La première chose, c'est qu'on est en direct, je vous le disais. Donc on prend vos avis en direct et vos commentaires, bien sûr, sur Twitch. On va regarder tout ça ensemble, savoir ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Parce que, en fait, je suis un peu bouche-bée. Il s'est passé beaucoup de choses dans les attitudes, t'as raison, mais il n'empêche que les Warriors, dans leur superbe salle du Chase Center, la finale NBA, le retour et ainsi de suite, on n'imaginait pas les Warriors capables de complètement s'écrouler dans la tête, parce que ça s'est joué dans la tête et aussi dans l'adresse évidemment de ces Celtics qui ont été fabuleux. Mais à part les fans des Celtics, hardcore fans qui eux ont déjà tout vu depuis le début, on n'arrive pas à mettre de plafond aux Celtics. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Moi, quand on suit cette saison-là, l'arrivée du Doka, j'arrive pas à leur mettre de plafond. Et à chaque match, à chaque tour de play-off, eux, ils te montrent que leur plafond finalement, c'est d'être champion NBA. Et avec ce premier match des finales, hop, tu te dis, ah bon, ouais, c'est vrai, vous allez gagner chez les Warriors, qui ont 6 finales en 8 ans, dans une salle dans laquelle ils sont invaincus en play-off, on va les taper, alors qu'on s'est fait bousculer, qu'on était à moins 14 dans le troisième quart-temps, et on arrive quand même à gagner, et alors, avec une crise d'adresse. Moi, si je fais une crise 2 fois comme ça en adresse, je peux te dire que je fais 6 mois à l'hôpital. Hein. 6 mois à l'hôpital où on va te retrouver au Père-Lachaise. Hein. Voilà. Et pas à la station de métro, c'est ce que je veux dire. On va essayer de dérouler ce match-là et on finira sur le quatrième quart-temps, mais si on prend tout de suite le quatrième quart-temps, en fait, les 3 premiers quart-temps n'auront aucun intérêt. Donc on va essayer de redérouler tout ce qui s'est passé dans ce match-là. On va se calmer quart-temps par quart-temps parce que le début de match a été ébloui par un homme, c'était Steph Curry qui a été extraordinaire dans le premier quart. 21 points, c'était 6-3 points marqués, 6 sur 8 à 3 points, et sachant il envoie une bombinette du milieu de terrain, sinon il est à 6 sur 7. Steph Curry a montré qu'il avait envie de marquer de son empreinte le début du match. C'est exactement ce qu'on attendait de Steph Curry, ce qu'on a envie de voir de lui, c'est un début de match, c'est sémi-finale. Cette fois-ci, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de blessure. On espère en tout cas, il y aura pas. Je ne vais pas rater mon début de finale pour que finalement, ça soit un autre coéquipier qui soit MVP des finales. Vous savez très bien à qui on pense, même si on l'adore et qu'il a été très bon d'ailleurs ce soir. Voilà, il est dans cette période de sa carrière où ses finales, elles sont à lui. Il a fait un début de match de patron. Il était censé en tout cas de mettre tout le monde bien. Peut-être, certainement même, trop bien. C'est vrai que ce début de match, quand tu penses à la suite, il a permis aux Warriors de planter le décor, de dire voilà, on est chez nous et on va vous montrer. Mais ça n'a pas servi à faire un écart, ça n'a pas servi à mettre, entre guillemets, Boston sous l'eau. Il y a eu un écart un peu plus tard dans le match, on y reviendra. Mais en tout cas, dans ce premier quart-temps, on pouvait imaginer honnêtement qu'il y ait un écart, mais en fait, il y a une crise d'adresse de Stephen Curry, et de l'autre côté, il ne lâche jamais. Marcus Smart a été bon. On a vu des mecs capables de mettre des paniers, et finalement, ça a fini plutôt kiff-kiff cette fin de premier quart-temps. Je pense que le début de match de Steph Curry, incroyable d'adresse, mais qui le doit qu'à lui. Là, c'est pas du Steph Curry qui après plusieurs écrans sur des remontées. Là, c'est vraiment de la création quasiment pure, avec des choix sur pick and roll pas très bons de la défense des Celtics. Donc, ce gros début de match de Steph Curry associé à un début de match un peu moyen, un peu flottant de la part des Celtics. En attaque, c'était un peu brouillon. Il y a eu des tirs forcés, il y avait une excitation, mais mal maîtrisée. Ces deux faits de jeu-là ont masqué quelque part que les Warriors aussi
collectivement ne sont pas bien rentrés dans ce match-là et finalement ne sont jamais rentrés bien collectivement dans cette finale. Et on va le voir au fur et à mesure du match et des cartons, que ces Warriors-là ne vont jamais bien jouer au basket ou très peu. C'est vrai qu'on a la sensation que Steph Curry profite d'errements défensifs incroyables. Il y a eu un premier tir très difficile, là, il prend un tir, le deuxième roule lui revient dans les mains, il tire, bon ok. Le deuxième tir qui marque à 3 points, c'est une filoche alors qu'il est tout seul, mais un truc de ouf. Le troisième, c'est pareil. Le quatrième, c'est après un pick and roll et Daniel Theis c'est un peu aux fraises. T'as l'impression que Boston ne fait pas les bons choix défensifs. Plutôt que d'aller limite trapper Steph Curry, il lui laisse beaucoup d'espace, beaucoup de liberté, trop de liberté. Lui, il en profite et effectivement, ça met son équipe sur les rails. Je regardais les autres petites choses que j'ai marquées sur ce premier quart-temps. Daniel Theis joue, André Iguodala joue et est même bon. On l'a vu très en canne, le vétéran, alors qu'il n'avait pas joué depuis il n'avait pas marqué un panier depuis le 3e match du premier tour face aux Denver Nuggets. On regardait ça avec Polo. Pourtant, lui, il redéboule et c'est comme si de rien n'était. On voit un Marcus Smart, par contre, dans le même temps, qui est clairement leader de son équipe. Défensivement, des interceptions, des grosses défenses et en attaque, capable de mettre des paniers et donner de l'allant à son équipe. Ça a été le premier ressort dans ce match, il va y en avoir d'autres. C'était le premier ressort des Celtics, comme souvent. C'est lui qui a sonné la première révolte, qui a encore une fois montré la voie. On va dire, hey, on n'est pas venu là. Tu sais, un peu comme quand je m'énerve à l'Obs Factory, mais par contre, ça marche pas du tout. Moi, du coup, je plombe mon équipe. Lui, c'est le premier ressort. C'est lui qui, hey, on n'est pas venu là pour en prendre 40. On est en finale NBA, on va pas le regarder jouer, on va pas les regarder jouer. Et du coup, ce qu'on avait peu vu sur quasiment le premier quart-temps ou un petit peu sur la fin, c'est qu'on retrouve des Celtics physiques, durs, qui commencent à faire mal aux Warriors. Et là, on voit des joueurs, des Warriors qui commencent on voit qu'ils aiment pas ça, se faire toucher. Et ça va être très intéressant pour la suite des finales. Comment finalement ces Warriors-là vont réussir à s'adapter, parce qu'on a vu que quand les Celtics mettent leur empreinte défensive sur le jeu, sont durs, leur font mal. On a vu Brown toucher Curry souvent, on a vu Smart toucher Curry, on a vu d'autres joueurs comme Poole, on va y revenir. On a vu des joueurs des Warriors, quand ils étaient touchés, contestés, ça leur a pas plu du tout et ça a enlevé un petit peu leur manière leur exécution. Ça fait partie des grandes questions qu'on s'est posées. On s'est posé la question de l'expérience, des différents coachs. On a vu, par exemple, dans les quelques choix de coach, parfois Marcus Smart défendre sur Draymond Green, ce qui permettait à la défense des Celtics, qui change sur absolument tout, de se retrouver avec Stephen Curry en bout de chaîne, là, qui prend 1 ou 2 écrans, avec Marcus Smart, donc le meilleur défenseur de l'équipe adverse. Donc très intelligent de la part Ime Udoka de proposer cette défense. On s'est posé aussi la question du tempo. Et quand on parlait de tempo, c'est est-ce que la défense des Celtics, qui est la meilleure de tous ces playoffs, sera capable de répondre à la meilleure attaque qui est celle des Warriors. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement que oui, tu as Steph Curry qui est très bon. Andrew Wiggins aussi est à mettre à l'honneur parce qu'il était très bon, très adroit et qu'il fait un très bon match. Rien à dire. D'ailleurs, il n'a pas du tout la balle dans la fin de match. On pourrait revenir là-dessus. Mais en tout cas, les Celtics ont mis un quart-temps à 6 mètres. Par contre, le deuxième quart-temps, il est fantastique. Ouais, c'est le jeu. Bien sûr, on a senti l'excitation. On a senti il y a quelques erreurs. Vaut mieux commencer comme ça, être un peu excité, là on tire vite et finir comme ils ont fini plutôt que l'inverse. Hein. Non, ça c'est clair. Deuxième quart-temps, en tout cas, remporté par les Celtics 28-22. On les a sentis bien mieux. Ils ont tenu des duels. Tu changes partout, mais personne n'est jamais dépassé. Tu vois très peu de différence. Tu vois très peu de lay-up aussi. Kevin Looney est bon dans son rôle de grand, capable de prendre des rebonds et ainsi de suite. Mais en tout cas, les Celtics rentrent dans leur finale dans le deuxième quart-temps. Je regarde ce que j'ai noté encore dans ce deuxième quart, les amis. Ce qui est important, c'est que Steph Curry ne marque pas dans ce deuxième quart-temps. Ça, déjà, c'est un problème. On voit que, quelque part, les Warriors sont dépendants de l'adresse de Steph Curry. C'est-à-dire qu'il met 21, tout le monde est bien, il y a un début de deuxième quart-temps, Otto Porter rentre, l'exécution des Warriors continue à être plutôt pas mal, mais c'est conclu quand même par de l'adresse. Et dès que l'adresse se stoppe, que la défense des Celtics commence à prendre le pas sur l'attaque des Warriors, on sent qu'il ne se passe plus rien côté Warriors. Et à l'inverse, on retrouve les Celtics qu'on a connus quasiment tout au long de ces playoffs-là. Et ça, c'est intéressant. Curry ne marque 0 points dans le deuxième quart-temps. À l'inverse, Jason Tatum est dans une crise d'adresse. Mais par contre, par le playmaking, il amène un peu d'alternance chez les Celtics, qui arrivent à trouver des situations, notamment avec Jaylen Brown, qui va poster Steph Curry. Et ils vont lui provoquer des fautes aussi à Steph Curry. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que dans le momentum inversé du deuxième quart-temps, on voit Jason Tatum cibler Steph Curry, et c'est meneur de jeu qui est Marcus Smart qui demande
allez, maintenant on va les contacter. Et à un moment, il y a un moment où on entend ce qu'il dit à ses coéquipiers. Il dit, les gars, on leur rentre dedans. Ça peut jouer en défense, sans aucun doute, mais en attaque aussi, on peut rentrer dans la tête des mecs. On peut rentrer dans le corps des gars. Donc ça juste sur du post-up. On se rapproche du panier. Si vous nous donnez derrière des grands tirs ouverts, on va pas se priver. Et les Celtics ne se sont pas privés pendant toute la rencontre. Des extra passes, des tirs. On a vu Peyton Pritchard mettre des filoches. On a vu évidemment Al Horford extraordinaire. Parce qu'on se souvient justement, pour finir, c'est que dans le deuxième quart-temps, ils prennent un +10 très rapidement. Tout à fait. On se dit, oh, peut-être attention au premier éclat. Et très vite, Boston recolle. Et ils vont faire ça à chaque fois. Chaque fois qu'il y aura eu éclat, ils vont très vite recoller. Absolument, je regardais là, regarde, autoporteur, il met 2 énormes filoches, 44-37. Clem, il y a un énorme tir à un moment donné, il passe à +10 et on se dit, ah, relou, sauf que cette équipe des Toutes les sorties de temps mort ont été à leur avantage. Avantage Celtics. Tout à fait. Une stat qui est sortie à la mi-temps, Steph Curry 7 sur 11 au tir, 21 points on le sait, et 14 sur 35 pour les autres Warriors. C'est une tendance qui va en fait se confirmer tout du long. On arrive dans le troisième quart et là il y a le fameux run, comme d'hab, du troisième quart-temps des Warriors. Comme d'habitude, les Warriors reviennent grâce au Gatorade de la mi-temps et démontent ses adversaires. Le score sera de 38-24. 38-24 et en fait, moi je dis honnêtement, vu comment ils déroulaient leur basket, ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match. Il n'y a rien à dire sur plus 15, tranquille. Ils retrouvent cette adresse-là, ils font ce run-là. Je trouve toujours pas qu'ils jouent très bien au basket, mais je trouve que Boston retombe un peu dans des vieux travers et dans des vieux démons qu'ils avaient, c'est sur l'attaque de zone. Cette 3-2, qui est pas non plus la 3-2 de l'année, hein, attention on va le dire, mais je trouve que dans ce troisième quart-temps, ils ont du mal à trouver du rythme en attaque. Ils se cassent les dents sur cette petite zonasse. Et derrière, ils prennent un run. Et c'est là où je te rejoins. Je me dis, bon, pour un premier match, c'est peut-être un peu trop pour eux. Et on pense le match plié. Le problème, c'est qu'on pense, nous, le match plié assis derrière nos pupitres. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les Warriors aussi pensent que le match est plié. Absolument. Et là, on va rentrer dans des attitudes de joueurs qui, honnêtement, moi, si je rentre dans les vestiaires, je pense que c'est pas des claques que je mets, c'est des coups d'arcade pour faire comprendre qu'on est en finale NBA. Alors, il y a un match dimanche et vite de blesser tous tes joueurs. L'arcade, tu peux jouer avec l'arcade. Avec un petit pansement comme ça, un petit strap. Effectivement. Donc le run fou est incroyable. Kevin Looney est fantastique. Il donne beaucoup de deuxième chance. Il y a 10 rebonds offensifs pour les Warriors. On voit encore une fois Andrew Wiggins qui est parfait dans ce rôle de soutien. Même Clem et quelques tirs, même s'il passe comme ça. On est d'accord pour dire que le match est fini, entre guillemets. Le match est fini. 7-0 dans le début du quatrième quart-temps avec Jaylen Brown. Fantastique, des tirs à mi-distance, des tirs super difficiles, la passe pour Robert Williams. Et le momentum, en fait, c'est complètement inversé. Jaylen Brown a fait comme très souvent pendant ses playoffs. Quand Jason Tatum passe à côté, Jaylen Brown te permet de rester dans un match. Et cette équipe qui reste dans un match, c'est l'équipe dangereuse. Mais c'est leur énorme force, c'est qu'ils restent tout le temps dans les matchs. Et c'est vrai que Jason Tatum, on va revenir après sur les cas individuels, mais quand on dit que c'est son lieutenant plus, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, t'es pas dans un grand soir d'adresse, je suis là. Et il le dit, et il le montre surtout. C'est pas le plus grand bavard, en tout cas on le voit moins parler que d'autres. Mais par contre, c'est Marcus Smart qui a lancé la première révolte. La deuxième, c'est lui. Et encore une fois, pareil, il emmène tout le monde avec lui. Il se rapproche, alors il a de l'adresse extérieure à 3 points, il se rapproche aussi à mi-distance, où moi je pense que là, il devrait insister encore plus, il a que 24 ans, c'est vrai, c'est ce que tu me dis pendant le match. Mais je crois qu'il est un peu dans l'extérieur. Voilà, moi je trouve qu'il prend quelquefois des tirs extérieurs à 3 points, je dis gros, va sur ton dribble, sur 3-4 dribbles comme tu sais faire, t'as mis à mi-distance, c'est pour toi une arme future létale. Mais bon, il a que 24 ans, comme tu dis. Défensivement, il gagne des ballons aussi. Et puis derrière, tout le monde se met en branle. Il met tout ça. Et là, ils ont une crise d'adresse à 3 points. Et là, on sait que dans le basket, à un moment donné, quand les dieux du basket comme ça viennent toucher des mecs, bon, ben là, tu peux plus rien faire. On voit des mecs qui célèbrent, des mecs qui baissent la tête. Et là, pour le coup, le match, il est vraiment fini. Ça, c'est clair. Jaylen Brown, donc, leader incroyable. Pritchard met une énorme filoche. Derrick White met une énorme filoche. Al Horford met encore une filoche. Temps mort. Al Horford remet une filoche. Derrière, il met son petit tir dans le truc. Il y a 17-0. 17-0, mon gars. Incroyable. Dans le short corner, Al Horford va très bien. Puis il fait des trucs qu'on a très peu vu faire. On sait qu'il peut mettre des tirs à Al Horford. C'est sur des bouts de chaîne. Quand il a pris des tirs. De deuxième arrière. 6-3 points, le mec. Il a fait des catch and shoot à la Kyle Korver. Mais c'est là que je te dis, moi, c'est une crise d'adresse exceptionnel où chaque fois on criait quand il y avait un tir. Ça me fait penser aux Spurs de 2014 quand ils gagnent 4-1 face aux 8 et qu'à un moment donné, on peut revenir sur les attitudes, mais se faire dunker dessus au basket, c'est chiant, ça, mais prendre des salves à 3 points
d'adresse comme ça, t'as l'impression de prendre des tartes à chaque... Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est que sur chaque panier à 3 points, j'ai l'impression que les Warriors prenaient des comme dans les concours de claques, là où ils mettent du talc, les mêmes. Et de pire en pire. Hein. Et de pire en pire, ça fait de plus en plus mal quand tu prends une tarte comme ça. Je vois quelques commentaires. Hein. Y a Yoki là, qui dit, quand j'ai vu 17-0, j'ai dit c'est bon pour nous. J'imagine que tu es fan des Celtics. Il faut absolument parler de Derrick White. Si tu veux, on peut parler de Derrick White. On va le retrouver dans les tops et les flops. Plutôt côté top, hein. A priori, Derrick White, il a été fantastique en sortie de banc, plus de 20 points pour lui, et dans ce run, alors en première mi-temps, il était très bon dans le moment où c'était un peu difficile pour son équipe, et dans le run, il a été parfait. D'ailleurs, Marcus Smart reste plutôt longtemps sur le banc. Bon, quand il revient, il met une énorme filoche en faisant des signes au public dans le corner, mais Derrick White a été parfait parce que c'était un des seuls dans la crise de maladresse de Jason Tatum à continuer à être agressif. Alors, être agressif, il s'est fait contrer souvent, il a pas toujours fait les mauvais choix, mais en tout cas, on le sentait en Cannes, parce qu'il a mis des énormes filoches aussi, c'était la preuve que le gars était en confiance. Et on met en parallèle deux choses, son début de play-off où il y a eu vraiment débat. Quand je dis débat, c'est des lots. Hein. En deux mots. Ouais, absolument, en 2 mots. Et son retour en forme depuis la fin du deuxième tour de la demi-finale de conférence et cette super finale de conférence, je mets aussi en parallèle avec Fred VanVleet. Il vient juste d'être papa. Apparemment, la paternité permet d'attraper la grâce comme ça du basket pour être bon en finale NBA. Mais écoute, faut croire en tout cas. Bon, après, faire un bébé juste avant, ça peut porter chance. On adore Derrick White. Après, Derrick White a 21 points avec l'adresse comme ça, c'est alléluia. Hein. Vraiment, c'est... mais c'est arrivé. C'est arrivé. Exactement. Mais on sait que c'est un mec qui était censé apporter de l'académie, un peu plus de gestion, et en fait, il sait ce qu'il essaie de faire, mais en fait, il s'est pris aussi au jeu des Celtics. Je trouve qu'il s'est parfaitement greffé dans l'ADN de cette équipe-là. C'est un bon joueur des deux côtés du terrain, et puis... Voilà, je suis capable, les bons soirs, de vous amener du plus. Tu as raison de dire que ça a été l'un des rares qui, à un moment donné, a gardé de l'agressivité. Alors, parfois, un peu tête baissée, mais il fallait amener de l'alternance. Il a été excellent, Derrick White, et c'est ce qu'il fallait ce soir pour les Celtics. Tout à l'heure, je disais que les Celtics ont fait une Warriors. Je m'explique. Le 17-0, c'est exactement ce qu'on voit des Warriors depuis des années. Tu ne prends plus un panier. Tu as vraiment ce momentum défensif où c'est des interceptions, de la course, des lay-ups, et tu allies ça avec un moment de grâce d'adresse. Et ça, c'est un truc, franchement, on est habitué en fait côté Warriors à le voir, que ce soit en saison régulière, que ce soit avec KD à l'époque, que ce soit en play-off, en finale NBA. On les a vus faire des runs quand ils étaient à moins 20, on les a vus passer de 0 à plus 20 en quelques minutes. C'est exactement la même sensation où en fait l'adversaire, la seule réponse qu'elle a, malheureusement, l'équipe adverse, c'est de baisser la tête. Tu n'y arrives plus. Et ce qu'on peut regretter, c'est que les Warriors, qui sont censés avoir l'habitude de ces runs-là, n'ont jamais été en mesure de reposer leur académie de jeu. Ils sont allés à fond sur Steph Curry, ce qu'on peut comprendre au vu de son match, mais ils ont fait du pick and roll, ils ont fait beaucoup de phautes offensives. Draymond Green a fait des trucs un peu chelous, des pertes de balles catastrophiques. Ils ont complètement oublié Andrew Wiggins, qui était très bon pendant tout le match. Moi j'aurais aimé que l'expérience se fasse sentir dans ce moment-là. Ça n'a pas du tout été le cas. Non, ils se sont fait prendre dans leur propre jeu. Mais moi je te dis, c'est vrai que depuis le début des playoffs, on suppute un peu une forme de facilité dans l'attitude. Alors on dit qu'ils ont de la marge, et c'est vrai qu'ils ont de la marge. Et ils en avaient face à Denver, ils ont eu de la marge. Face à Memphis, ils ont eu de la marge, surtout avec Ja Morant. Face à Dallas, on a l'impression qu'ils ont un petit peu choisi aussi quand ils voulaient finir leur match. Je me disais toujours que... écoute, ce soir, moi j'ai encore trouvé des Warriors suffisants, pas prêts à se mettre le cul par terre, et par des joueurs importants, notamment dans la construction de cette nouvelle équipe avec certains, en tout cas jeunes joueurs, d'autres plus expérimentés aussi, pas prêts dans les attitudes. C'est le basket, plus que d'autres sports, c'est aussi un sport d'attitude. Être maladroit, ça arrive. Mais pas être en attitude, ça doit pas arriver à ce niveau-là. Et j'ai vu des gens, chez les Warriors, avoir des attitudes que je n'ai pas vues chez les Celtics. Chez les Celtics, tout le monde a eu la bonne attitude. Alors, Robert Williams est peut-être un peu moins bon que ce qu'on a. Non, mais en attaque, l'attitude est parfaite. L'attitude est parfaite. Pritchard y rentre, l'attitude est parfaite. Tace y rentre, l'attitude est parfaite. J'ai vu des mecs rentrer chez les Warriors comme si certains étaient déjà 3 fois champions NBA. Tu penses à Jordan Poole, j'imagine. Je pense à Jordan Poole. Parce que
C'est terrible parce que, alors, on va parler de Jordan Poole, mais quand je vois l'entrée d'Otto Porter, quand je vois l'entrée d'André Iguodala, quand je vois tous ces mecs-là, ils ont fait en fait, le match était gagné. C'est pour ça qu'on dit que le match était gagné. C'est quand je vois le match d'Andrew Wiggins, même Clay, tu vois, Clay, on peut en discuter, il finit à seulement 15 points, 6 sur 14, mais je le vois défendre, je le vois dans le collectif, je le vois pas forcer. Pour moi, quand je vois le match de Kevin Looney aussi, en fait, tous les signaux étaient pour qu'à un moment donné, tu gagnes ce match. Je te rejoins. J'ai un gros problème avec Klay Thompson sur ce match-là. J'ai un énorme problème avec Draymond Green sur ce match-là. C'est pas rien. C'est quand même derrière Steph Curry. C'est les deux piliers. J'ai un énorme problème avec leurs deux matchs. Début de match, pour des raisons différentes. Ouais, très différentes. Draymond Green, son début de match, en fait, il était en mode foufou. Il tentait des trucs, comme s'il avait oublié que c'était une finale NBA et que. Comme c'était les Celtics, une jeune équipe de Celtics qui ne connaît pas ce niveau-là, ça allait être facile. Non, les Celtics, on le sait tous, ils vont venir pour essayer de vous mordre les mollets et vous démonter. Et on l'a vu. Très peu d'influence dans le jeu, pas assez. Ces espèces de mouvements là, aller swinger rapidement à l'opposé, venir poser des pics, faire des feintes de main à main, tu vois, créer beaucoup de mouvements de liant, d'aller chercher des pas. Une qualité de passe dramatique ce soir, il perd beaucoup de ballons. Quand les Celtics commencent à faire leur premier run dans le milieu du quatrième, sortie temps mort, balle pour lui, mauvaise passe, balle perdue. On peut pas faire ça. J'ai trouvé Draymond Green jamais dans le rythme de cette rencontre-là. Et on sait que c'est lui qui est au cœur du jeu, c'est lui qui fait vivre ce collectif des Warriors. Pas impliqué défensivement. Il a gagné quelques ballons, il a eu quelques séquences, mais trop en dents de scie. Impact beaucoup trop faible de Draymond Green. On peut aller maintenant sur Klay Thompson. Match neutre, beaucoup trop neutre. Drôle de sélection de tir. Ouais, drôle de sélection de tir. Puis, alors on aime bien un peu sa nonchalance, mais là on a l'impression qu'il s'en bat les couilles. On a l'impression qu'il s'en bat les couilles. Et c'est gênant. Moi, ça m'a posé un problème de voir Klay Thompson comme ça. défensivement, il n'arrive plus à faire une différence. Offensivement, il met quelques tirs, mais c'est juste c'est comme ça, c'est des petits flashs on va peut-être pas aussi assez le chercher. Mais en tout cas, je trouve que Klay Thompson, ça pose un vrai problème. Ça a passé jusqu'à maintenant. Mais sur ce match 1, c'est un vrai problème de voir Klay Thompson à 15 points. T'es pas dans la conclusion hâtive complète, là sur le match 1 je sais pas, au bout d'un moment, on est là pour faire. Là, on est en finale, on va faire match par match. Non, mais je sais. Mais en tout cas, sur un match de finale NBA, Klay Thompson, l'attitude qu'il a, qu'on le voit aussi peu, qui disparaisse comme on l'a vu disparaître alors qu'il était sur le terrain, c'est problématique pour les Warriors. Ok, très bien. Je regarde quelques commentaires en même temps et ensuite on ira dans les tops et les flops pour discuter de tout ça. Alors j'en avais vu un. Intéressant, tac. Alors j'en ai vu un très dur là, regarde sur Klay Thompson. Klay est surcoté, crée moins bien son shoot qu'Erwan et défend moins bien que Tom Chiaravino. Putain, il a des infos apparemment, Ron Amis. Non mais au-delà de tomber comme ça dans la parodie, même s'il est pas loin de la vérité, Klay Thompson. Non mais moi après je te dis, moi Klay Thompson, je serais même pas surpris qu'il fasse un match à 35, qu'il fasse des matchs à 30 dans ces finales là. Mais je trouve que par moment, on va pas le chercher. Là où il aimerait. Ils ont décidé de finir sur Steph. Hein, ouais, on va pas le chercher. On va pas le chercher sur des situations et que ça le saoule. On l'a encore vu avec Jordan Poole à un moment donné, attendre des ballons qu'il n'a pas eu sur les peu de fois où ils étaient ensemble. Je le trouve des fois qu'il a pas la bonne attitude. On peut être nonchalant, mais lui, c'est toujours un mec plutôt positif. Je sais pas, j'ai trouvé que ce soir, on a besoin d'aller le plus chercher, même qu'il shoot plus. Alors après. Il rate, mais qu'on aille le chercher un petit peu plus. Je trouve que sur des remontées à l'opposé, on le trouve pas assez. C'est bien défendu, hein. Moi, je crois quand même que la défense des Celtics, et c'est ma théorie depuis le début des playoffs, oui, mais c'est que cette défense pas l'autre. est tellement forte, et tellement chiante, et tellement incroyable à changer partout, qu'en fait, elle fait déjouer les équipes qui ont du mouvement en attaque. Évidemment. Il y a des moments où ils n'arrivent plus à trouver un tir facile, ou même parfois, je me souviens d'une action où Draymond Green a la balle en tête de raquette, notre ami Kevin Looney fait un écran et se retrouve à flasher. Draymond Green, qui est un passeur hors pair, rate sa passe, interception, boum, un lay-up. Mais donc, crédit surtout à la défense. Cette défense des Celtics qui est fantastique, et quand ils arrivent comme ça à rester dans leur schéma de on change surtout, dès que les Warriors ont voulu aller, en revenant, ils ont voulu aller sur du pick and roll figé. Et non. Alors qu'on a vu que dès que les Warriors sont la première passe, du mouvement, on va à l'opposé, on fait vivre un peu plus la balle, on fait 3, 4, 5 passes sur une attaque, on a vu que la défense des Warriors, c'était plus compliqué pour la défense des Celtics, c'était plus compliqué pour eux. Donc voilà, à un moment donné, ils ont reculé, et ils ont voulu jouer avec du hero ball. Je te dis, moi, on revient à ce qu'on a dit au début, je pense que l'énorme début de match de Steph Curry
a un peu masqué. Ou n'a pas permis aux autres, peut-être aussi. Tu connais, peut-être aussi. Quand t'es un mec qui est super fort, t'as tendance à te reposer sur lui. En tout cas, personne n'est allé, à part Wiggins, personne n'a eu vraiment le relais de Steph Curry. Et c'est le collectif Celtics qui a été bien meilleur que le collectif Warriors. Il y a Valentin qui nous dit, dès que Curry est sorti, les Six ont repris le momentum. Même pas, c'est pas vrai, parce que le début du deuxième quart-temps, les Warriors sont bien. Oui, mais il n'y a pas Curry. Oui, il n'y a pas Curry. Oui, ok. Pas étonnant que Curry fasse un gros match car les Celtics défendent en équipe, pas de système. Dès qu'il a plus la balle, il n'y a plus la gravité et les Dubs mettent plus un panier. Il y a Nico Batum qui est dans les commentaires et qu'on embrasse et qui nous disait un truc. En fait, on en parlait pendant le match et Nico donc est dans les commentaires et nous dit Jaylen Brown et Derrick White face à Klay Thompson et Jordan Poole sont la clé de la série. Ça se tient? Qui va remporter ce double duel des seconds couteaux au scoring? On est tombé sur Klay Thompson, on a parlé d'Eric White, on a parlé de Draymond Green, Jaylen Brown évidemment a été extraordinaire. J'aimerais qu'on parle de Jordan Poole. Très bien, allons-y, on va vous montrer nos flops. Nos flops, on va commencer par nos flops, comme ça Erwan va pouvoir nous parler de Jordan Poole parce que je sais qu'il a très envie. Les flops qu'on a choisis pour ce Game 1, Draymond Green, on en a parlé, on n'a pas encore parlé de Jason Tatum, on se le garde, mais donc allons sur Jordan Poole. Jordan Poole qui donc commençait son voyage dans les finales NBA, mais écoute, il a appris à la dure. Il a appris à la dure, il a appris à la Deron Williams. On se souvient quand Deron Williams avait découvert les finales. 45 ans, par contre, il était beaucoup plus vieux. Il a fait tout ce que je déteste, Jordan Poole. Il a fait tout ce que je déteste, c'est-à-dire qu'il est arrivé. Encore une fois, je reviens à l'attitude. Je sais que c'est un peu redondant et que je vieillis, mais pour moi, c'est primordial. On sait que défensivement c'est très léger. Il est rentré dans ces finales-là avec. C'est bien d'avoir de la confiance. Il est rentré avec, je trouve, un peu trop de nonchalance, de facilité. Il s'est fait châtier. Il s'est fait châtier par Marcus Smart et Jaylen Brown. On l'a vu sur des impacts vraiment explosés. Il a voulu. Ça c'était à attendre. Voilà, on le savait. Il a voulu répondre de la pire des manières en disant je vais prendre des gros tirs et tout. On lui a vu envoyer des sauciflards en fin de possession, aller toucher l'eau de la planche. Quand Jaylen Brown a une crise, à un moment donné, il change avec les Thompson. Il change juste pour changer. Pas la bonne attitude, pas dans les bonnes choses. Alors oui, t'es plus petit, oui, t'es plus mec, t'es pas un grand défenseur. Mais aujourd'hui, les Warriors, ils avaient peut-être pas besoin que toi aussi tu fasses du hero ball. Enfin, que t'essayes. J'ai détesté son attitude. Maintenant, lui, il découvre aussi ce niveau-là. Il y a 2 ans, il était en G-League. C'est la vérité de ce match-là. Sur ce match-là, je pense qu'il n'a pas du tout préparé ces finales-là. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais attention quand même, en face, si tu as vu les jouer les Celtics, tous les peuples, tu sais que ça va être une guerre. La guerre, c'est pas ce que tu sais faire de mieux, mais par contre, il va falloir la livrer encore, parce que sinon, tu vas être dramatique. Et Steve Kerr le remet à la fin pour revenir, et il fait zone, parce que ce mec-là, finalement, a été un poids mort tout le match défensivement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je continue quand même à croire que ces mecs-là, ultra talentueux offensivement, frêles physiquement, qui n'ont pas les armes, encore, hein, on peut parler d'attitude, mais il n'a pas les armes aujourd'hui pour défendre sur Jaylen Brown ou Marcus Smart. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences une série, que ce soit une première série de playoffs ou une première série de finale, t'y vas en étant toi. En étant lui, c'est d'être un peu hautain dans son jeu, tenter des trucs. Maintenant, on va voir sa réaction parce que ça n'a pas marché. Très intéressant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est sûr, certainement un nouveau cap. Hein, là. Je pense que ce soir, il va rentrer, il va se dire d'accord. Donc j'ai fait la G-League, d'accord. Je me suis installé après un NBA avec les playoffs, super, les finales de conf. Ou alors là, les finales face à une équipe de mutants qui défend fort. Ok, c'est mon next step. Encore une fois, là, honnêtement, tout ce qu'on va faire dans les débriefs, c'est match par match. Sur ce match-là, l'attitude de Jordan Poole, elle est, et la réponse qu'il veut amener face contre les Celtics, même dans ses tirs, qui prennent des gros tirs, mais qui soient beaucoup mieux amenés. Là, il n'était pas prêt à livrer un combat. Il pensait que faire la danseuse, ça allait suffire. Non, mon gars, il va falloir que tu sois encore plus fort. Les stats de Jordan Poole sur ce match, 9 points, 2 rebonds, 2 passes. Tu peux me remettre, s'il te plaît, Tom, les flops pour voir donc Jordan Poole, ça y est, il est passé à la moulinette. Draymond Green, on en a parlé assez longuement. Parlons de Jason Tatum, parce que quand vous avez vu Jason Tatum dans le chat, eh bien, vous êtes dit, mais non, il ne le mérite pas. On va vous expliquer notre théorie. Je vous ai mis un petit sondage sur Twitch. Tatum en flop mérité. Voilà le match que moi j'ai vu sur Jason Tatum. Déjà, les stats bruts sont très faibles pour un joueur de son calibre. Jason Tatum a 12 points au moins au scoring, 12 points. À 3 sur 17, c'est une catastrophe. Et on l'a vu continuer à shooter, faire des écarts énormes sur des tirs à lui, sur des tirs grands ouverts. À un moment donné, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Il est malade ou quoi, le gars ? C'est le seul qui n'a pas eu une crise chez les Celtics. Absolument, c'est le seul. Ils étaient 25 à en avoir. Pour une équipe de 12, c'est quand même une belle prouesse. 3 sur 17 au tir, donc c'est une catastrophe pour Jason Tatum. Jason Tatum est devenu tellement fort
sur d'autres aspects du jeu qu'il a réussi à peser sur le match. Et ça, c'est une prouesse. L'ancien Jason Tatum, le plus jeune, entre guillemets, parce qu'il est tellement jeune encore, il a 24 ans, n'aurait pas pu exister dans ce match-là. Jason Tatum de 2022, c'est un super défenseur. C'est pas du tout comme Jordan Poole, par exemple, quelqu'un qui va peser défensivement. Et le playmaking dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, sa faculté à trouver des passes, elle s'est fait ressentir dans ce match-là. Je l'ai vu trouver des passes incroyables dans des angles vachement difficiles qu'il ne trouvait pas avant. Le résultat, c'est 13 passes décisives, ce qui est énorme pour Jason Tatum. C'est évidemment son record en carrière. C'est incroyable que ça arrive en finale NBA et c'est la preuve que c'est lui. Allez, c'est pas le meneur, mais en tout cas le fameux playmaker. Marcus Smart a été très adroit, a joué pour lui, mais a pas trop joué pour les autres. Il a été fantastique dans ce domaine. Il n'empêche que pour moi, ça reste un petit match, Jason Tatum, parce qu'on attend au scoring aussi. Il mérite d'être dans les flops, évidemment. Quand tu es le go-to guy d'une équipe finaliste NBA, 3-17 au tir. Tu rates la fin de match aussi. Des fois, tu peux sauver. C'est pas comme s'il avait mis un gros tir à la fin. Des fois, tu peux sauver ton match avec 2 grosses filoches. C'est pas lui qui a mis les tirs qu'on fait basculer la rencontre. Mais moi, ce que j'adore dans l'évolution de Jason Tatum, c'est comme tu l'as dit, c'est que défensivement, il fait le taf. Et que derrière, il arrive à faire des choses peut-être au moins aussi importantes, c'est 13 passes D par exemple. Il a continué à avoir un impact un peu moins bling-bling, un peu moins brillant peut-être, mais un impact important sur un match de finale NBA. 13 passes décisives en finale NBA, c'est pas rien. Donc c'est lui notamment, même en première mi-temps, quand il y a le premier écart, c'est lui aussi qui ramène, en allant chercher des mecs ouverts, en allant chercher des passes, toutes les post-up de Smart, de Jaylen Brown, sur les transits, c'est lui qui va chercher sur le jeu direct, le post-up de ces gars-là. Donc, évidemment qu'il mérite dans les flops. 3-17 quand t'es une superstar, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'il est. Oui, t'es dans les flops, mais il y a une époque, t'as raison, il se serait cantonné à prendre des step back, il aurait fini à 6-27. Aujourd'hui, il fait 3-17, mais il rajoute 13 passes D. Donc, il y aura des meilleurs soirs d'adresse pour lui, on en est certain. Mais maintenant, quand ce mec-là est dans des crises d'adresse, il est capable de lâcher 13 passes D. Et ça, c'est un autre level dans son jeu qui va encore l'amener. On revient à ce plafond des Celtics. Moi, j'arrive pas encore à leur remettre tant qu'ils n'ont pas un trophée dans les mains. Il y a Wicol Migol qui dit Tatum fait pas un grand match au niveau de l'adresse, certes, mais il a l'intelligence de jouer pour les autres et de se mettre le cul par terre en défense pour exister. Le mettre flop à côté de Thompson et Poole, qui pour le coup sont kata, c'est dur. 7 lancés, j'aimerais qu'il aille un peu plus. Il y a des moments où il faut qu'il y aille. En fait, il va passer au bout des actions. Il va s'arrêter pour tirer à mi-distance, mais il va pas assez au bout des actions. Et c'est aussi comme ça que tu passes la barre des 15 points, par exemple, lorsque tu es dans une petite soirée d'adresse. Je continue à regarder quelques commentaires. Je suis fan absolu des Celtics, mais Tatum est un flop pour moi, même s'il a eu du galon en maîtrise de jeu. Il n'est pas là au tir et il continue de shooter absolument. Je rajoute aussi qu'il n'a perdu que 2 ballons. 2 ballons, et ça, c'est une bête de stats. Non, mais 13 passes D, 2 ballons perdus, voilà. Une bête de stats. Ça arrive, t'es pas dans un bon soir, qu'est-ce que tu peux apporter de plus et qu'est-ce que tu peux réduire en négatif? Là, pour le coup, c'est parfait. C'est parfait. 13 passes D, 2 ballons perdus. Après, on les a vus. Hein. Il n'est pas dans un grand soir, il a des grands tirs ouverts, il n'aimait pas, ça arrive. En tout cas, dans le sondage... Et puis surtout, il a toujours des mecs... C'est ça. Il est quand même. C'est le mec qui sort bourré de boîte. C'est le mec qui sort cramé de boîte, qui a plus ses clés de voiture. Et ses potes, il le ramène, il le fout dans le lit, il le couvre, il lui raconte une berceuse. Et il se réveille le lendemain matin, il est neuf. Bravo. Bah oui, c'est clair. Parce que si les Celtics. Alors, c'est un énorme si vu du 4e quart-temps, mais si les Celtics perdent, on aurait démonté Tatum. En tout cas, dans le sondage, Tatum en flop. Est-ce que c'est mérité? Oui, à 56%. Non, à 44%. Voilà, les amis. On va passer au top. Du coup, on va passer au top et on va se poser la question de l'homme du match. Parce que, honnêtement, je ne sais pas qui prendre. Stephen Curry, on en a parlé, il a été fantastique. On aurait pu mettre aussi Andrew Wiggins, mais on l'a pas vu du 4e quart-temps. C'est un peu dommage. Stephen Curry, qui aurait peut-être pu revenir un peu plus tôt dans le 4e quart-temps. Je ne sais pas ce que ça aurait pu changer, mais en tout cas, Steve Kerr a mis un peu de temps à le remettre. On a choisi 3 mecs. On aurait pu en choisir plus. Hein. Mais Derrick White, Jaylen Brown et Marcus Smart. Alors c'est plutôt... et alors Ford. No offense, guys, mais... Alors Ford, pour moi, est plutôt à mettre en tête de liste, parce que pour moi, alors Ford est l'homme du match, tout simplement, au vu de ce qui s'est passé sur la fin du game. Ouais. Avec Jaylen Brown, c'est les deux. Et Marcus Smart, mais moi, j'irais sur Jaylen Brown. Parce que c'est lui qui amène le dernier run final, mais il ne fait pas que l'amener, il l'amène, il le porte, il le magnifie, et après... alors Ford, c'est une crise d'adresse, mais c'est sur du attraper-shooter. Faut les mettre. Mais vraiment, je pense alors Ford, à un moment donné, il leur fait peur. Il leur dit, venez, il y a personne qui peut défendre sur moi. Tu vois,
Je mettrais plus Jalen Brown qu'à Horford. Après, ce que fait Horford, c'est quoi? Mais Jalen Brown, vraiment, quand il met les tirs à mi-distance, qu'il met ses tirs à 3 points, qu'il va chercher Robert Williams sur le alley-oop, là, on voit toute la palette du mec. Tu vois, donc moi, je mets Jalen Brown parce que c'est lui qui lance l'assaut final. Eh ben, écoute, je te mets un petit sondage pour que vous puissiez voter. Donc, j'ai mis 4 noms, hein. Jalen Brown, Al Horford, Marcus Smart, Derrick White. Alors, si tu trouves que c'est pas l'homme du match, j'entends l'argument clairement sur Jalen Brown, homme du match, mais j'ai envie de dire que Al Horford, en fait, est le mec à mettre en avant dans tout ça. Pour l'histoire, fait une évidemment. première mi-temps transparente, hein, quasi. Hein. Enfin, Non, mais une filoche, il est présent, ça défend fort et tout. Oui, il n'est pas au niveau des autres parce qu'on est tous focalisés sur les points marqués, mais il n'empêche que alors Ford, c'est lui qui fait la décision. Son coup de chaud leur permet de gagner. Donc, Danny Green, gros. Et en plus de l'histoire, on se rappelle hein, que c'est le joueur avant ça ayant disputé le plus de matchs de playoff, 144 avant de disputer les finales NBA. C'est son premier match de finale. Il a traversé ce match comme un jeune premier qu'il est visiblement, hein, puisque un vétéran de cette qualité-là, on parle parfois des Clippers et tout, j'aurais bien aimé voir Al Horford aux Clippers, tu vois, quand on pense aux mecs qui bougent et ainsi de suite, ça leur a fait du bien, je pense. Nico, tu me dis si ça te botte. En tout cas, c'est l'image à garder de cette fin de match. D'ailleurs, c'est lui qui fait l'interview en fin de match. C'est pas pour rien. Parce que c'est je sais pas comment dire, mais le mec à sortir, quoi, pour cette victoire. T'es pas d'accord avec ça? Si, mais bien sûr, de toute façon, que je vais pas te dire non. Moi, demain, là, tu m'argumentes qu'Al Horford est l'homme du match pour toi. Je vais pas te dire, je connais Rebasket, Mino. Tu vois, mais j'ai l'impression que quand on pense MVP, j'essaie de penser global sur le match. Bien sûr. Jalen Brown est quand même lui aussi en première mi-temps et un peu plus présent qu'Al Horford sur l'ensemble de son œuvre. C'est vrai, je reste sur Jalen Brown, même si la crise, les 2 paniers à 3 points qu'il met dans le corner, plus le tir short corner, plus un autre tir, bah c'est ça qu'au bout d'un moment on dit allez merci, bonsoir, on peut aller se coucher. Donc voilà. Très bien. Je vois vos petits commentaires sur les coachs aussi. Beaucoup de gens parlent du fait que Steve Kerr était très mauvais. Ah oui, il y je a suis assez d'accord. 237 qui nous dit Steve Kerr, donc très mauvais ce soir. Les Wiggins, Looney et Steph sur le banc en 4e quart-temps. Ça, c'est clair. Littéralement, les 3 meilleurs joueurs sur le match a été une décision catastrophique pour son équipe. Je rajoute aussi que le passage en 3-2, pour moi, il a aucun sens. Et il a tenté à l'Esbrouf à la fin, la fameuse Def Line-Up 2022. Donc, en remettant encore une fois Jordan Poole, en jouant Draymond Green en 5, et ils se sont fait punir direct. Bon, il y avait déjà un écart, mais ils se sont fait punir direct. Il a coaché, à l'image de son équipe ce soir, à l'image de ce qu'on a dit sur Poole, sur Draymond Green, de Klay Thompson, il a coaché peinard. Et oui, l'expérience, elle est côté Warriors, mais par contre, la dalle et le momentum, il est côté Celtics. Et encore une fois, moi, j'ai vu un Ime Udoka, qu'on a entendu que certains, les mic-up, là, et quand Steve Kerr, quand il y a le début de crise dans le 4e quart-temps, et qui dit hey, on n'a rien à se reprocher, faut leur donner du crédit, mettre dedans, mais continuons à faire ce qu'on fait. Je me dis, mais t'es sérieux, en fait? C'est quel discours, ça, de temps mort, ça? C'est quel discours de merde au temps mort? Alors oui, on sait qu'au basket, quand ça tombe dedans, des fois, ben, tu peux pas faire grand-chose, les dieux du basket. Mais c'est pas des discours que tu peux avoir au temps mort. Il y a un peu de facilité, un peu de allez, bon, bravo à eux, ils ont mis dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et je trouve que dans l'attitude, dans les dents qui rayent le parquet, c'était vraiment côté Celtics ce soir. Et ce match-là, en fait, il est logiquement retombé chez les hommes du Massachusetts. Il est révélateur, en tout cas. On s'attendait à ce que les Celtics mènent une guerre au rebond et jouent grand. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. C'est pour ça qu'on a vu Daniel Theis. C'est pour ça qu'on a vu Robert Williams qui fait 4 contres dans ce match-là. C'est pour ça que, voilà, quand Williams a joué ses 16 et que leur but, c'est de toujours jouer, être plus grand que les Warriors. Ça a payé sur la longueur. Et puis tu dis, moi, Curry, à un moment donné, reste trop longtemps sur le banc. Wiggins revient trop tard. Le même Green dans ses allers-retours, j'ai pas trop compris. Ouais, j'ai pas compris les line-up qu'il avait. À un moment donné, Poole doit pas revenir, même à la fin, il doit pas revenir. Mais j'ai l'impression qu'il a envie de mettre ses chouchous, qu'il a envie de. Attention, ne pas de faire une Guardiola, vous la gagnez absolument comme toi, t'as envie de gagner, quoi. Voilà. Vraiment, faut mettre les gens qui vont te faire gagner. Et ce soir, relancer Jordan Poole, par exemple, c'était pas le truc de te faire mettre Wiggins un peu plus. Par contre, oui, ça aurait pu te faire gagner. Écoute, très bien, très bien. Je regarde quelques commentaires encore, les gars, pour clôturer tout ça, et on se donnera rendez-vous dimanche pour le match 2. À chaque match, Curry joue vraiment pas assez, parfois. Enfin, des fois, c'est pas grave, mais là, c'est les finales NBA. Curry n'est pas un grand physique, mais il devrait jouer à 90% du temps. J'ai vu un autre commentaire qui était très bien, c'est ACR Karma qui dit Brown fait le taf qu'on attend de lui, alors que Horford et White font bien plus que ce qu'on leur demande. C'est eux la bascule du match. Horford, c'est 75% au tir, 75% à 3 points, ce qu'on peut entendre aussi. Alors, j'entends.
Ça regarde, c'est incroyable ça. Ce qu'on attend de lui, de Jaylen Brown, là, honnêtement, ce qu'il fait là dans le on attend ça. Je comprends, mais là, il y a une réussite totale. Oui, bien sûr. Je te dis. C'est de son niveau. Là, j'ai vu un match. Je suis pas surpris de Jaylen Brown. Si un autre avait fait ça, je dis pas, mais je suis pas surpris. Oui, mais là, quand les superstars, qui ont un cahier des charges quand même bien plus épais que Derrick White et Al Ford, et qui le remplissent, j'ai quand même à leur dire que c'est le MVP. Sinon, à quoi ça sert d'être une superstar si dès qu'un mec à côté de toi, un second couteau, met 21 points, tu lui files les titres de MVP? Merde. C'est arrivé en 2015. Voilà. C'est arrivé en 2015. Mais on veut plus que ça arrive. Jamais. Absolument. On veut plus que ça arrive. Voilà, victoire donc des Celtics dans ce match, qui récupèrent donc l'avantage du terrain. Ça va être une série donc passionnante et longue, j'en ai aucun doute. On va voir si nos amis des Warriors sont capables de réagir lors du match 2. En plus, c'était la première défaite dans l'histoire de du Chase Center. Ça la fout un petit mal. Ouais, évidemment, en playoff. Je vous rappelle les rendez-vous tous les jours de match, tous les soirs de match. Nous sommes en direct sur Winamax FC avec Rémi Reverchon qui était aux États-Unis et avec lequel on peut discuter. Il nous donne tout plein d'infos et c'est lui qui nous avait dit que Otto Porter allait jouer, André Iguodala allait jouer et même Gary Payton était en tenue ce soir. Donc à 18h les soirs de match, donc c'est dimanche juste après la finale de Roland Garros. Et puis comme maintenant tout de suite, si tu nous rejoins toi sur YouTube en replay, eh bien tu peux aussi nous retrouver dimanche soir après le match qui commence à 2h. En plus lundi c'est la Pentecôte, donc c'est férié, aucune excuse. On sera tous devant ce petit match sympatoche à regarder tous ensemble. 13h sur Brut Live, on va reparler du match. Demain 13h, oh là là, demain 13h. Si tu as envie de parler avec nous, c'est encore mieux que d'être dans les commentaires. On discute et on débriefe demain à 13h sur Brut Live. On vous y attend nombreux. Voilà les gars, c'était vraiment un plaisir de se replonger dans les finales NBA. C'est toujours le meilleur moment de l'année. Et en plus, on va avoir une bête de série. On était très excités à l'idée de cette série. La deuxième de l'histoire entre les Warriors et les Celtics. La deuxième. C'était 64. 64, tout à fait. On va remercier tous nos amis qui sont en régie et ils sont très très nombreux. Ils ont été très dissipés toute la soirée. Je vous dis pas ce qui s'est passé en termes d'odeur et de bruit, ça a été fantastique. Merci à Polo, merci à Tom, merci à Thomas, merci à Maxime, merci à Jérém. Merci à JB, merci à toi Erwan. Ouais, pas merci au décalage horaire. Et pas merci au décalage horaire. N'hésitez pas à mettre les matchs à 20h30 en France. Ça nous arrangerait. Sur France Télévisions. Sur France Télé, commenté par les avec Laurent Luyat. De préférence. Suivi de Stade 2 pour le débat. Avec Richard Dacoury en consultant. Très bien. On va s'arrêter avant de voyer et de ne plus pouvoir travailler prochainement. Merci à tous. On se retrouve demain sur Brut Live et dimanche pour le match 2. How you want it, if you're down, want a summit, I got plans and you're one of them, not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it, if you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it, if you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly that's right.